Donc au nom de l'école, on est très heureux d'accueillir ce soir le professeur Barry Bergdoll. Alors, je vais t'appeler Barry parce que ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît, que nos chemins se croisent, et Anne-Marie aussi. Donc l'invitation de ce soir de Barry est donc commune entre moi-même et Anne-Marie Châtelet. Donc c'est pas à ce titre-là que tu es ici ce soir, mais pour nous un titre plus universitaire. Donc quelques mots sur ta carrière. Donc tu enseignes à l'université de Columbia à New York depuis de nombreuses années, donc au département art et architecture, enfin d'histoire de l'art et de l'architecture, et plus précisément sur l'histoire de l'architecture, avec au départ de ta carrière un intérêt tout particulier pour le 19e siècle européen, enfin français et allemand notamment, avec notamment tout un travail sur Vaudoyer, la cathédrale de la Major de Marseille. Ça fait pas mal d'années. Et puis un travail sur la Brouste plus récemment. Et également un rôle très, très important donc, que tu joues au sein du MoMA, donc à New York, du Museum of Modern Art, au département architecture, dont tu es... participe depuis plus de 10 ans, et tu as été chef du département architecture donc au MoMA, avec une série d'expositions extrêmement importantes, hein, à la fois sur l'histoire de l'architecture, mais aussi sur une vision très prospective de l'architecture. Je me souviens de cette exposition de Home Delivery qui était très étonnante, en même temps très drôle, hein. Il y avait à l'entrée, il y avait un film avec Buster Keaton avec une maison en kit qui s'écroulait comme dans un espèce de cauchemar. Et puis en même temps, il y avait une vision très, je dirais, presque d'avant-garde sur les questions aujourd'hui qui se posent d'habitat d'urgence, puisqu'il y avait toute cette analyse sur l'habitat d'urgence, notamment pendant les périodes de conflit, qui étaient très, très, très intéressantes. Également tout un travail sur le Bauhaus, enfin tout ce qui tourne autour de Bauhaus, avec une monographie sur Marcel Breuer, sur Le Corbusier aussi, et des grandes expositions. Donc, et puis aussi récemment, mais ça j'avais pas pu la voir, une exposition sur l'architecture contemporaine et des années 50 et 60 en Amérique du Sud. Et puis cette belle exposition à Berlin qui s'appelait Miss in Berlin, puisqu'on y était ensemble, et donc qui faisait cette longue histoire en fait de tradition entre Schinkel, Behrens et Mies van der Rohe. Voilà, donc toute une vision extrêmement, je dirais, à la fois novatrice, libre et très, très, très intéressante sur l'histoire de l'architecture. Et donc ce soir tu vas nous parler plus particulièrement du fond des dessins de Frank Lloyd Wright, qui ont été acquis par le MoMA grâce à ton travail, et notamment qui viennent en fait de Taliesin, si j'ai bien compris. Voilà, donc je vais donner la parole à Anne-Marie Châtelet. Tu veux peut-être ajouter quelques éléments de biographie? Voilà, je rajouterai juste quelques éléments dans cette ville de Strasbourg, dont on sait qu'elle se veut un laboratoire de l'Europe. Nous accueillons un des plus grands Européens que je connaisse. C'est quelqu'un qui manie parfaitement le français, comme vous allez voir, mais aussi l'allemand. Comme vient de le dire Jean-François, il a commencé avec des travaux sur Vaudoyer. Malheureusement, ce grand architecte du 19e siècle français a fait l'objet d'un très beau livre, jamais traduit en français. Il a ensuite fait signer des ouvrages sur Schinkel, idem, et il est un des seuls, à ma connaissance, à avoir signé un ouvrage sur l'histoire de l'architecture européenne entre 1750 et 1880, si je ne me trompe pas. 1890. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien la culture européenne, mais il vient aujourd'hui pour parler, donc, non pas de la culture européenne, mais de Wright, auquel, comme le disait Jean-François, il vient de consacrer une exposition, et je lui ai demandé d'insister un petit peu sur la dimension pédagogique de Wright dans le cadre du séminaire que nous faisons sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Je le remercie très chaleureusement d'être venu jusqu'ici, et je lui cède la parole. Merci. C'est effectivement un très grand plaisir, pas tout simplement de retrouver des vieux amis, de rencontrer des étudiants de l'école d'architecture de Strasbourg, mais évidemment pour moi toujours
d'être en France, mais très proche de l'Allemagne, c'est exactement l'endroit où je voudrais me situer. C'est pas du tout de cela que je voudrais vous parler ce soir. Je suis très content d'être en France, parce que ici, je peux parler de Frank Lloyd Wright en faisant semblant d'être un expert sur ces grands architectes américains. Je ne le suis pas du tout. Vous allez voir un petit peu le pourquoi de tout cela dans la filée de la présentation ce soir. Où je vais un peu raconter l'histoire de comment il s'est passé que les archives énormes, il s'agit d'un archive de à peu près demi-million de feuilles de papier, sont passées de l'héritage et de l'agence et surtout de l'école d'architecture fondée par Wright dans la double possession du Musée d'art moderne de New York et de la bibliothèque Avery, qui est une des plus grandes bibliothèques d'architecture spécialisées dans l'architecture, à l'Université de Columbia à New York. Donc, ce que j'ai composé un peu pour répondre à la commande pour ce soir, parce que je suis légèrement associé à ce beau projet sur l'histoire de l'enseignement dans les écoles d'architecture de France, qui est une histoire fort intéressante. Donc, j'ai fait un amalgame où je vais d'emblée vous introduire un peu le personnage de Frank Lloyd Wright à travers chez lui. Alors, chez lui, c'était à la fois sa maison, un atelier d'architecture, une agence, pour ainsi dire, mais puis lui, il aurait horreur qu'on parlait d'une agence, et une école d'architecture, une école très indépendante, très originelle, très innovatrice, aussi très nostalgique pour des choses du passé qui peut-être n'a jamais existé. On va voir un petit peu ça comme un genre de contre-modèle à les écoles d'architecture sur les deux continents, dans les années 30, quand ça a été lancé. Par la suite, le 2/3 de ma présentation va consister à vous introduire une exposition qui malheureusement n'existe plus. C'est peut-être pas très marrant de voir des vues d'exposition temporaires déjà terminées. Moi, j'ai l'habitude d'arriver le lendemain de le dernier jour des expositions, donc je sais que c'est pas très marrant, mais je voudrais vous montrer ça, pas pour insister que vous avez manqué quelque chose que j'estime d'être un très gros boulot, mais pour vous montrer un peu l'enjeu, le défi que je me suis donné de poser la question comment exposer, pas uniquement l'architecture, c'est déjà un défi, un grand défi, mais comment exposer la recherche. Comment exposer l'histoire de l'architecture en tant pas qu'une chose poussiéreuse du passé. Comment faire en sorte que les archives ne sont pas des vieux papiers, mais qui sont des choses d'actualité et qui posent des questions qui sont d'actualité et qui aussi sont capables à la fois de mettre en valeur le travail d'un architecte qui a souvent eu une grande influence pour le bien et le mal sur l'évolution de l'architecture du XXe siècle, mais aussi les questions de l'histoire de l'architecture qui sont actuelles. Comment travaillent les historiens de l'architecture? Si c'est déjà difficile d'exposer l'architecture, d'exposer le travail des historiens de l'architecture est encore plus difficile. Et c'était un peu ça que je me suis donné comme tâche quand ça tombait sur mes épaules de montrer des échantillons de cette énorme archive qu'on vient d'accueillir à la bibliothèque et à la galerie. Donc mon titre, entre l'école et entre l'école entre guillemets, parce que ce n'était pas une école comme les autres, et la galerie. Alors Frank Lloyd Wright était le tout premier architecte de figurer sur la une du Time Magazine de son vivant, évidemment. C'était à l'occasion de la livraison de cette étonnante maison de campagne, cette maison de week-end dans la montagne dans l'ouest de Pennsylvanie, très en actualité à cause des élections, heureusement gagnées par le bon côté, avant-hier. Donc c'est exactement dans cette zone pour vous situer. Donc c'est pas du tout aussi paisible que ça peut avoir l'air. La fameuse maison sur la chute d'eau de la famille Kaufman. Frank Lloyd Wright a une soixantaine d'années, presque 70 à ce moment. On est dans les années 30, 1936 pour être précis. La maison va prendre 2 ans dans sa construction et ça représente un tournement dans le style, dans l'approche de Frank Lloyd Wright qui voudrait faire face à des jeunes
architectes européens dont on parle trop, à son avis, les Corbusier, les Mies van der Rohe, les Breuer et tous ces gens-là qui, pour lui, ont volé l'idée de l'architecture moderne que lui a inventée, et c'est eux qui font l'actualité. Et donc, il arrive à être figuré sur la une de Time Magazine à ce moment-là et relancer déjà pour la 3e fois sa carrière. En fait, c'est pour moi, en tant qu'historienne et également comme commissaire de beaucoup d'expositions et conservateur dans un département d'architecture, intéressant de penser que Frank Lloyd Wright pouvait peut-être lancer l'hypothèse que c'est un des tout premiers architectes de vraiment savoir manipuler à la fois les publications et les expositions. Une carrière qui va durer de à peu près 65 ans. Sur ces 65 ans, il y a à peu près 4 ou 5 ans où Frank Lloyd Wright n'est pas présent dans une exposition. Il n'arrête pas d'exposer ses œuvres, il n'arrête pas lui-même d'organiser des expositions. Ici, il s'agit d'une des toutes premières où il se pose la question comment exposer l'architecture, et il a l'idée de faire en sorte comme si le bureau de l'architecte est dans l'angle de la galerie. Ici, on est dans le musée des Beaux-Arts de Chicago, où on lui avait consacré un coin pour accrocher 4 dessins, et il installe le mobilier de l'Arkansas Building avec, comme s'il venait de quitter les lieux, avec son travail aux alentours. Il va faire une petite installation qui représente ses idées dans l'architecture. Aussi ici, sur les bords du Rhin, intéressant à noter que Frank Lloyd Wright va être le sujet d'un grand portefeuille très important, publié à Berlin par l'éditeur Wasmuth en 1910, je crois, les réalisations actualisées et les projets de Frank Lloyd Wright, qui vont faire en sorte que Frank Lloyd Wright, aux alentours les années juste avant la Première Guerre mondiale, a une réputation presque aussi plus grande, une influence très importante, beaucoup plus importante à Berlin, même à Paris, à Chicago, où on estime dans ces années-là, en fait, que sa grande période est déjà un peu surpassée. Je ne vais pas tellement vous parler de la grande période classique, parce que c'est intéressant que pour Frank Lloyd Wright, souvent dans les livres d'architecture, dans les manuels de l'histoire de l'architecture, c'est les 15 premières années et ces grandes maisons, avec toute la révolution spatiale qui va se passer avec absolument l'abolition des murs. On pouvait faire toute une analyse, passer toute l'heure avec ce projet et ce plan absolument extraordinaire de la maison Martin à Buffalo, dans le nord de l'État de New York, vers la frontière canadienne, qui est une des plus grosses commandes et une des plus grosses maisons de la période Prairie, et qui est surtout connue par ce plan. Je peux vous assurer que si vous avez l'occasion de la visiter aujourd'hui, parce qu'elle a été restaurée d'une façon absolument extraordinaire, parce que c'était presque une ruine dans les années 50, que vous allez être aussi étonné que je pense que moi, pour la première fois, parce que j'ai longuement étudié ce bâtiment, cette maison, par le plan publié à Berlin. C'est pour ça que toutes les notations sont en allemand. Et j'étais très surpris de découvrir que ça que j'avais toujours enseigné comme le plan ouvert, l'ancêtre du plan libre de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, est en fait divisionné, partagé par tout un système de mobilier, etc., qui n'est pas représenté sur le plan. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'il y a encore des sujets à faire sur Frank Lloyd Wright. Vous allez voir tout à l'heure avec l'exposition que le problème, c'est qu'il y a à peu près 800 livres publiés sur Frank Lloyd Wright. Comment arriver à dire quelque chose de nouveau? Mais je ne connais pas d'ouvrage qui insiste sur le fait que l'influence de Frank Lloyd Wright est autant par la gravure, par les imprimés, que par la confrontation, l'expérience réelle avec ces réalisations. Donc on continue, vous voyez le style de cette présentation dans le portefeuille Wasmuth, et là je bascule vers le thème de, on peut dire, cette alliance entre l'ambiance du vécu, l'ambiance du domestique, l'ambiance de la résidence, l'ambiance aussi familiale de la famille Wright et l'atelier.
puisque ici, il s'agit à droite de la maison de Frank Lloyd Wright qui va construire pour sa famille, toujours de plus en plus nombreuse, dans la grosse banlieue de Chicago, à Oak Park, et à côté, progressivement, jusqu'à 1909, il va rajouter son bureau, vestibule, le lieu de travail, bibliothèque, son bureau personnel et tous ses employés, qui ne sont pas pour lui les employés, qui sont un peu... ça c'est pas le baptistère, ça c'est le bureau personnel de Frank Lloyd Wright, où vous allez être baptisé dans l'esprit de la nouvelle architecture, et tout le reste vont travailler dans un espace qui est à la fois un espace commun autour d'une grande cheminée, à côté de la maison de Frank Lloyd Wright. Donc, ce rapprochement entre l'idée de la famille et l'idée de les employés de Frank Lloyd Wright, pour le bon et le pire, un peu comme la famille étendue de Wright. La maison à gauche, et ça continue à être pour Anne-Marie Châtelet, puisque là, c'est le style de l'architecture que Frank Lloyd Wright produit. Ça, c'est la première version de sa maison. L'atelier va être en fait derrière à gauche ici, comme elle se présente plus ou moins en 1893. Date essentielle dans l'histoire de l'architecture américaine, parce que c'est le moment de la grande exposition universelle de Chicago, qui est construit par toute une équipe d'architectes associés qui ont eu vraiment bouffé à la sauce à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et il s'agit donc de faire cette image de ce qu'on appelle aux États-Unis le style Beaux-Arts et le style du mouvement City Beautiful, la ville améliorée. Et donc l'image de la cité idéale. Je le montre côte à côte avec Frank Lloyd Wright, puisqu'à l'occasion de ça, le grand architecte Daniel Burnham, qui a l'agence de l'architecture la plus importante, avec le nombre le plus élevé des employés qui n'a jamais existé, plus grande au moment de la fin du 19e siècle, mais aussi la plus grande agence qui n'a jamais existé en architecture, propose que Frank Lloyd Wright est un tel génie naissante qui va payer ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris pour qu'il puisse un peu se raffiner, s'améliorer et on peut se discipliner par les méthodes des ateliers de l'École des Beaux-Arts. Frank Lloyd Wright va refuser en disant il ne veut. Donc c'est un moment important, très symbolique de quelqu'un qui veut construire son propre chemin totalement indépendant de cette dominance. D'un côté, cette dominance du modèle parisien, de l'autre côté, ce modèle de notre filière, qui est la filière de l'inspiration des écoles techniques allemandes, très important aussi dans le Middle West. Et Frank Lloyd Wright va refuser tous les deux. Et son architecture et ses idées sur l'enseignement vont donc aller de part pour tout le reste de sa vie. Il va mourir à 91 ans en 1959. Là, il s'agit d'une toute autre conception de l'agence de l'architecture, le bureau. Le bureau modernisé, efficace, rationalisé. Ça, c'est le bureau de Adler et Sullivan, et c'est là où Frank Lloyd Wright va être brièvement employé dans l'agence qui est dans la tour de ce bâtiment de l'auditorium à Chicago, construit par Sullivan et Adler, et ils vont installer leur bureau. Et si je pouvais enlever ça, vous pouvez facilement penser que c'était une entreprise d'avocats ou d'autres affaires. Voilà, vous voyez le bureau du coin de Sullivan, etc. Et vous voyez à côté Mr. Wright. Donc Frank Lloyd Wright, qui avait donc pendant ces années-là, où le bureau est publié par la presse architecturale comme le modèle du futur bureau. Alors Frank Lloyd Wright ne va pas du tout reproduire ça quand il va s'installer en banlieue. Évidemment, il a connu les grandes réalisations, la définition même du gratte-ciel pour la ville américaine dans l'agence de Sullivan et Adler. Ici, le fameux édifice Wainwright à Saint-Louis. 1891, terminé juste avant le passage de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, je pense, fait hommage à ça
dans la façade latérale du bâtiment qui était bêtement démoli, excusez-moi, je ne peux pas mettre des accents dans mon logiciel américain, l'édifice Larkin, bêtement détruit dans les années 50, à Buffalo aussi, c'était l'entreprise de M. Martin en fait. Et bien, vous voyez à quel point il va à la fois retravailler, repenser l'architecture de Sullivan, pas tout simplement comme un système tectonique, un système d'ossement d'architecture, mais aussi pour en faire l'image de l'entreprise, de la société, de la production comme une affaire presque familiale, où tous les travailleurs, ça c'est une compagnie c'est un des tout premières ventes par, comment on appelle ça, par correspondance, aux États-Unis, qui profitent de la réorganisation de la poste américaine, et tout le travail est organisé comme une grande famille avec des concerts d'orgue, avec ce qui était chez Sullivan, un puits de lumière, et qui vient en fait l'image même de l'entreprise comme famille. C'est à partir de cette agence à Oak Park donc, qui va produire toute une série de bâtiments. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que très rapidement pour les commandes publiques, ou pour les commandes non résidentielles, disons, il va définir un système un peu de deux pôles, avec une liaison entre les deux, entrée par la liaison et deux lieux de rassemblement de part et l'autre, mais donc si vous voulez parler, ça allez le horrifier, de langage Beaux-Arts, le parti reste le même pour toute une série de bâtiments, mais l'expression et les expériences techniques, les expériences sur les matériaux sont toujours renouvelées. Alors ici, il s'agit d'une église, d'un temple pour un secte protestant presque positiviste qui sont les unitariens. Je pense que ça n'a pas d'équivalent en France et nous n'avons pas le temps d'expliquer à quel point il y a une liaison entre les croyances de cette secte et pourquoi ils sont prêts à confier à Frank Lloyd Wright le bâtiment qui va le construire en béton armé avec un système où les aliments sont en partie coulés dans les formes. Je suis désolé que c'est pas la meilleure image, mais il y a d'autres qui vont être un peu, comment on dit, qui vont être formés sur par terre et enlevés comme ça. Coulés sur place, mais ensuite basculés en situation. Voilà. Et la prévision de tout ça est un bâtiment qui n'est pas suffisamment inscrit dans l'historiographie de Wright. C'est l'école qui a réalisé pour ces deux tantes de la famille Lloyd, qui est de la famille maternelle, et les deux tantes étaient des grandes innovatrices dans les méthodes de l'enseignement primaire. Et pour cela, Frank Lloyd Wright a conçu un bâtiment, de nouveau à deux pôles de rassemblement, avec des classes privées, mais les lieux de rassemblement autour d'une grande cheminée, qui est le Hillside Home School, sur les terrains à la campagne, dans l'État de Wisconsin, de la famille Lloyd et éventuellement de la famille Wright. C'est très important pour nous, parce que c'est un bâtiment qui veut jouer un très grand rôle quand Frank Lloyd Wright décide dans les années 30 de lancer ce qu'il appelle le Taliesin Fellowship, c'est-à-dire la fraternité, parce qu'il ne s'agit pas d'un atelier, c'est une fraternité des jeunes architectes, des élèves architectes qui vont habiter sur le terrain, chez Wright, pas dans la maison, mais dans les petits édifices, et qui vont reprendre cette école et le retravailler pour en faire une école innovatrice de l'architecture à partir des années 1930. Donc on va y revenir. Donc pour le moment, donc ça j'ai trouvé ça, c'est une image extraordinaire, j'ai pas encore, c'est dans les archives, je ne sais pas exactement de quoi il est en train de parler.
Ça veut dire que Frank Lloyd Wright était souvent, comme moi, en situation devant un assissoire. Vous pouvez voir par la table, par l'ardoise, qu'il est en train de défamer Le Corbusier. Voilà, donc c'est une conférence à être contre Le Corbusier. Donc je voulais de nouveau l'associer avec ses exploits d'une architecture en porte-à-faux, en béton. Et encore dans les années, là il touche à ses 80 ans, et nous avons un compte rendu de Philip Johnson dans la périodique Architectural Review où il dit, à mon avis, Frank Lloyd Wright est l'architecte vivant le plus important. Il est le fondateur et il continue à dire même plus que Le Corbusier. C'est la conversion de Frank Lloyd Wright, de Philip Johnson, l'inventeur du style international, en 1949, juste au moment où Frank Lloyd Wright est en train de construire ce qui est une de ses toutes dernières réalisations. Cet étonnant musée Guggenheim à New York, terminé quelques semaines après le décès de Wright en 1959. Donc tout ça un peu un vue d'ensemble, une grande vue d'oiseau sur cette carrière qui va être autant portée par les expositions et les publications, par les activités de Wright en tant que promoteur de lui-même. Nous allons voir la télévision qu'il a adoré une fois qu'il a compris qu'il pouvait être sur scène tout à l'heure. Mais pour terminer un peu avec la thématique de les innovations dans le système d'enseignement, comment enseigner. Donc là, vous voyez l'idée de la famille. Évidemment, c'est une famille extrêmement masculine dans cette photo. Frank Lloyd Wright et ses boys autour de lui, le père et les enfants qui vont l'adorer, évidemment. Mais ce qui est aussi très intéressant, et ça reste à être étudié, il y a dès le départ énormément d'étudiantes femmes à Taliesin, peut-être plus que dans la plupart des écoles d'architecture des années 30, peut-être aussi parce que, comme vous allez voir, il s'agit aussi de travailler dans les champs, dans la cuisine, et donc ça c'est tout un sujet à traiter, mais c'était absolument pas l'image voulue pour cette fameuse photo. Donc la maison de Frank Lloyd Wright, une fois qu'il va survivre une première grande tragédie à la fin des années 1910, il va se retirer et reconstruire la maison de Taliesin. Tout ça c'est archi connu, je ne vais pas revenir sur les scandales. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il va vivre d'un côté de cette colline, il va investir tout le paysage, il va, en y travaillant, inventer une architecture qui a un tout autre rapport avec la nature, avec le site, avec le paysage, avec la façon de travailler le paysage. Alors c'est ça qu'on raconte toujours dans les cours sur Frank Lloyd Wright, qui va trouver un paysage, il va y légèrement mettre un bâtiment, il va trouver un peu l'esprit des lieux, il ne va pas tellement le transformer. Vous allez voir par la suite, une fois qu'on entre dans les archives, c'est pas vraiment ça. Il va autant travailler la terre que les matériaux de construction. Il y a encore des sujets à traiter chez Frank Lloyd Wright, il y a encore plus des mythologies peut-être à démonter. Voilà la maison, donc qui maintenant a un tout autre principe d'organisation spatiale, très allongé, très en liaison avec les mouvements du paysage. Grande thématique pour cette, si vous voulez, deuxième phase de la carrière. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'en même temps, comme j'ai déjà évoqué, il va transformer l'école Hillside, the Hillside Home School. Les temps sont mortes. L'école n'existe pas, c'est une école abandonnée de l'autre côté de la colline, et il va la reconstruire, il va transformer les anciennes salles de cours dans une énorme studio, atelier de dessin. Il va même dessiner les planches à dessiner. J'en ai pris 2 pour la collection. C'est l'œuvre de design inconnue de Frank Lloyd Wright, qui est le mobilier pour l'école.
Mais cette école, donc, là, vous voyez, de fellowship, il y a énormément de gens qui ont passé par ça. Soit ils ont été totalement convertis, c'est un peu une religion, un culte, ou soit ils ont été tellement traumatisés qu'il fallait publier un récit par la suite. Là, vous voyez, ça doit être vers 11h du matin, quand Frank Lloyd Wright allait faire ses promenades du matin dans l'atelier, corriger avec des étudiants, mais aussi avec les assistants de l'agence. Puisque l'agence et l'école, ce n'est pas très facilement séparable. Il a déjà étudié tout, parce que Frank Lloyd Wright se lève vers 4h du matin, il va aller visiter les planches, les dessins qu'ont les étudiants dorment, et puis il va revenir pour faire des critiques et des corrections après. Là, nous avons plein de documents peu exploités dans cet énorme fonds d'archives on est en train de réorganiser à Columbia. Et ici, je pense que là, on est dans les années 40. C'est pas encore sûr, mais c'est le jour typique de fellowship. Donc, en fait, on n'est pas étudiant, on est fellow. Et vous voyez, ça commence très tôt, avec le petit déjeuner à 7h, et ça continue jusqu'à dîner, et entre-temps, vous allez voir ce va-et-vient, je ne vais pas vous le lire, tous ces documents, mais ça représente ce mélange entre le travail dans l'agence, en fait, il y a l'enseignement, mais il y a aussi un travail pour Wright, pour réaliser des éléments pour ces expositions. Là, on est dans les années, pas des années 40. Vous voyez, il y a de plus en plus de femmes dans l'atelier. Si on travaille sur le fond il y a à peu près 50 000 photographies non classifiées, non catégoriques dans les archives. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur la documentation. Mais là, il s'agit de la construction d'une maquette pour une exposition sur la seule tour de bureau réalisé par Wright, le Price Tower dans l'Oklahoma. Ici, le soir, où on va dîner ensemble, peut-être avoir des interventions musicales, peut-être des bons mots du prophète Wright. Et on va aussi entreprendre des grands projets de maquettes qui ne sont pas tout simplement représenter les projets du maître, mais qui sont un peu des ateliers, des laboratoires de recherche. Alors ici, il s'agit dans les années 30, on est en pleine crise économique aux États-Unis, et Wright surtout voudrait combattre les projets urbains de Le Corbusier. Il est horrifié par le plan voisin, notamment. Il n'aime pas tellement que Hilbersheimer est en train d'arriver à Chicago et que tout cet urbanisme moderniste prend de plus en plus de place dans le discours, dans les débats, dans les publications, et il décide avec des étudiants de concevoir un urbanisme dispersé à l'échelle continentale pour les États-Unis, un genre de ville anti-ville qui s'appelle Broadacre City, où chaque citoyen va avoir un parcelle de un acre, je ne sais pas à quoi ça correspond en méthode européenne, pour son domicile, et tout va être dispersé puisqu'on est maintenant dans un urbanisme d'autoroute, de la voiture, du téléphone et du télégraphe. Donc communication et transportation fait en sorte qu'il faut envisager tout un autre système d'urbanisme. Donc là, ça peut être il y a même un très bon livre en français qui vient de sortir sur le Broadacre City. Vous pouvez l'étudier dans cette étude, mais pour vous montrer à quel point les étudiants ne sont pas uniquement les esclaves pour faire des images pour les expositions, mais ils vont d'une façon un peu communautaire, travailler sur les théories et donner forme à les théories du maître. Là, la préparation pour la première exposition de ça à Rockefeller Center en 1935 avec Wright, mais en même temps, il faut travailler dans les champs. Il faut travailler, il faut produire sa nourriture. On est en pleine crise économique, évidemment. Le propriétaire des Wright, c'est une énorme ferme et il va vouloir un peu le remettre remonter sa gloire.
je ne suis pas très sûr que Frank Lloyd Wright vraiment allait travailler dans les champs autant qu'il était allé poser pour les photographes dans les champs, mais il y en a plein comme ça. Mais les étudiants allaient le faire. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui passait par le Taliesin Fellowship qui devient de plus en plus international. Ici, il s'agit d'un architecte tchèque qui avait travaillé à Vienne, Antonín Raymond, qui par la suite va suivre Frank Lloyd Wright au Japon et qui va faire une grande partie de sa carrière au Japon. Antonín Raymond et sa femme Naomi Raymond. Et Naomi Raymond, ici, fait une vue en aquarelle perspective qui est un projet de tapisserie pour les espaces de Taliesin, mais ça nous donne une image de cette architecture mêlée avec la nature. Ici, c'est un autre architecte japonais Damoto, qui a travaillé à Taliesin, et évidemment, il va à la fois faire de l'architecture et de l'agriculture. Donc, cette idée d'une double formation. Wright va, dans les années 20, faire la découverte du désert du sud-ouest des États-Unis, surtout le désert de l'Arizona. Il va beaucoup aimer ce climat sec, où il peut échapper l'humidité et le climat dur de l'hiver dans le Wisconsin, qui est dans le nord-ouest, dans le centre-nord des États-Unis, très enneigé à partir du mois de novembre. Et petit à petit, l'idée vient qu'il y aura deux pôles de Taliesin. Le pôle d'été au Wisconsin, saison agricole, et la pôle d'hiver dans l'Arizona. Et au fil des années, tout le fellowship, l'ensemble de tous les domestiques, la famille, les étudiants, vont faire un genre de transport, pèlerinage, avec l'ensemble des dessins et des maquettes. Toutes les archives vont aussi être transportées vers l'Arizona pour l'hiver, pour revenir en été à Wisconsin. Donc ça, voilà, ça c'est le début du cortège, Mesdames et Messieurs Wright, dans la voiture, en arrivant dans le premier campement à Attila. Ce qui est très intéressant à remarquer ici, que là, vous avez une architecture de Frank Lloyd Wright qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vu jusqu'alors. Et c'est à la fois une grande inspiration, mais c'est un peu une crise, puisque Frank Lloyd Wright avait travaillé depuis les années 1890 sur l'idée qu'il pouvait trouver un peu dans l'esprit du néo-romantisme allemand une base de la formation de la forme, si vous voulez, de la naissance de la forme, dans la façon d'étudier la biologie, la botanie dans les plantes. C'est tout un mouvement au 19e siècle, il en fait part, et il avait totalement travaillé sur ça en insistant sur la botanie américaine, sur les espèces qui sont indigènes à l'Amérique. Et il avait évidemment travaillé dans le Wisconsin. Alors, les États-Unis, c'est un continent. Quand il arrive, comment on appelle les cactus? Parmi tous ces cactus, ces succulents, toute notre botanie, il va dire aux étudiants, maintenant, il va falloir pas tout simplement que nous arrivions à faire fleurir le désert, qu'on va encore continuer à faire la cuisine à partir de notre travail chaque matin. Il faut travailler la terre, il faut aussi construire le bâtiment. Donc ça, c'est l'essentiel. Autant que le Bauhaus parle de bauen, de construire, il y a très peu d'occasions où les étudiants vont vraiment construire des choses, vont aller sur les chantiers, vont travailler les matériaux. Évidemment, ils sont à la recherche en Allemagne des méthodes industrialisées. Mais les fellows de Taliesin vont construire dans un premier temps leur résidence et l'école et l'atelier, le studio, dans une méthode nouvelle de construction en employant uniquement des ressources du bois et de la pierre trouvées sur site. Donc ça c'est le Taliesin Ouest, comme elle est maintenant, elle est vue de la... La grande innovation ici, c'est qu'en arrivant chaque année, les
étudiants en première année, les nouveaux, sont envoyés 10 jours dans le désert pour construire leurs propres abris. Donc le premier travail, à partir des années, fin des années 30, et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, est de construire un abri. Et si vous allez promener dans le désert ou aux alentours de Taliesin, vous allez trouver des restes et des ruines. En fait, c'est pratiquement comme vous avez une collection d'une centaine de planches différentes comme frontispice de logis, avec des cabanes primitives, style wrightien. Il y en a des suspendus comme ça, en tension, il y en a plein. Et là, c'est Paolo Soleri. Si vous connaissez Paolo Soleri, il va construire ses Acosante dans le désert, mais là, il est en train, en tant qu'étudiant, de construire son abri. Donc là, un petit peu l'éventail de cet enseignement d'architecture, qui comprennent l'architecture, qui comprennent la construction, qui comprennent aussi parfois la musique, faire la cuisine. Donc ça, c'est Soleri qui va continuer. Et tout ça va donner lieu à une presse. Taliesin va en fait faire sa propre propagande sur les méthodes où ils vont même créer leur propre graphisme. Donc, on peut sélectionner dans le grand PowerPoint que j'ai amené pour montrer l'exposition, parce que c'était une très grande exposition. Du reste, c'était la plus grande exposition à l'intérieur du musée que le musée a jamais consacré à l'architecture. Je vais vous montrer pourquoi l'arrière-plan dans un moment. Ça, c'est pour vous montrer à tel point Frank Lloyd Wright vivait avec ses archives. Ça, c'est son portrait préféré, où il est devant la grande maquette construite de la San Francisco Call Building, construite pour l'exposition au MoMA en 1940, 30 ans après que la commande a été annulée. C'est intéressant qu'en fait, ce n'est pas une maison, c'est un gratte-ciel qui montre derrière. Ça, c'est Frank Lloyd Wright en train d'installer sa toute dernière exposition sur le site du musée Guggenheim, vers 1958. Ici, il regarde une grande photo. La maquette est toujours là, pratiquement comme un chien. Il ne sort pas de la maison. C'est très léger. En fait, je suis en train d'étudier, j'ai trouvé les aliments des cordes électriques, il y avait un éclairage, c'était très théâtral. On est en train de tâcher de restaurer ça, mais aussi des grands photos murales, on peut inspirer de Herbert Bayer, etc. Pour me montrer que faire une exposition sur Frank Lloyd Wright, c'est déjà terrifiant de vouloir faire une exposition d'architecture, normalement ce sont vraiment des choses les plus ennuyeuses de la Terre, très difficile à faire en sorte que ça peut engager. Pas nous, on est tous très intéressés par l'architecture, on va aller voir les dessins, les projets, les maquettes, on peut faire ça jusqu'à 4 h du matin, mais le grand public n'a pas tellement envie d'aller voir une exposition d'architecture. Donc pour un commissaire d'exposition, le grand défi, c'est de comment faire venir ce que j'appelle les laïcs pour découvrir ça. Ici, un peu l'arrière-plan, vous voyez la une des pages culture du New York Times de 2012, où l'annonce a été faite que tous les archives de Frank Lloyd Wright vont déménager à New York. Grande discussion, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est terrible, ils disent que Frank Lloyd Wright n'aimait pas New York. Effectivement, c'est un grand changement de statut de ces archives, puisque les archives existaient toujours à côté du grand bâtiment, ça c'est du moto de nouveau, de l'atelier. Donc les archives étaient pour le fellowship, c'était des outils. Ça faisait partie de la vie quotidienne de l'agence. C'était à la fois un grand atout et un grand problème, parce que vous pouvez imaginer que vous êtes censé dans cette école de travailler, de vous inspirer des dessins des années 50 comme point de départ pour tous les projets. Donc c'était à la fois très riche et très problématique. Ça, c'est la bibliothèque Évry. C'est là où maintenant, si vous avez envie de venir les consulter, les voir, vous pouvez. Du reste, ça, c'est un de mes cours où je pense qu'on avait étudié l'hôtel impérial de Tokyo ce jour-là. Donc, en fait, maintenant, ça fait partie de l'enseignement en histoire de l'architecture à Columbia. En même temps
que nous avons des ateliers de conservation des œuvres d'art, de restauration des œuvres d'art. Et là, on est en train de travailler sur 2 des maquettes que je vais vous montrer tout à fait à la fin. Quand je vais tâcher de vous montrer un film, vous seriez très soulagé parce que vous sauriez que c'est la fin de la conférence. Voilà, donc il fallait, en fait, on avait rassuré le fellowship existe toujours, que si on prenait les archives, il s'agissait de 2 poids lourds énormes qui partaient pour traverser le continent pour livrer cette énorme archive, qu'on allait faire une exposition après 1 an et une deuxième exposition après 5 ans, et ces 5 années allaient donc correspondre à la 105e anniversaire de Frank Lloyd Wright. Et donc pour la fondation Frank Lloyd Wright disait génial, ça c'est très simple, vous allez faire une première exposition, quelques chefs-d'œuvre dans les archives de Frank Lloyd Wright, et puis 5 ans par la suite, vous allez faire une grande exposition, les chefs-d'œuvre des archives de Frank Lloyd Wright. Et j'ai dit, c'est pas pour ça que le musée d'art moderne et une université avec une école d'architecture va se donner toute la peine de faire le transfert d'une énorme archive pour expliquer à tout le monde qu'il y a des chefs-d'œuvre. Ça, on sait. C'est pas ça pour transformer ces archives dans un outil de travail, de réflexion, à la fois historique et contemporain. Donc, pour accueillir Frank Lloyd Wright à New York, j'ai eu l'idée, d'abord puisque ça prend beaucoup d'espace, donc c'est très facile, j'allais montrer la maquette des années 30 de Broadacre City. Et j'étais très intrigué par le phénomène que dans les archives, on voit que Frank Lloyd Wright, ici on est en 2014, que Frank Lloyd Wright a continué tout le long de ce travail sur Broadacre City, de concevoir des gratte-ciels sur un principe totalement nouveau, où toute la structure d'un gratte-ciel serait portée sur un genre de pôle mat central, tout le reste en porte-à-faux à partir d'un seul aliment, un peu comme un truc, un drapeau. Pourquoi il n'a pas abandonné le défi de faire un gratte-ciel jusqu'au point qu'il a proposé dans les années 50 un gratte-ciel à 1 mile, ça fait quoi, 1,7 km à peu près, de hauteur. Contradiction. Je me suis dit, je vais travailler avec les contradictions parce que c'était une contradiction à la fois intéressante pour comprendre la personnalité très complexe, parfois contradictoire, de Frank Lloyd Wright, qui est un pierre d'angle de l'histoire de l'architecture moderne aux États-Unis, mais c'est aussi un enjeu actuel. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet urbanisme dispersé, cet urbanisme qui manque de forme, en même temps que nous avons maintenant dans d'autres parties du monde, autres que les États-Unis, en fait le course de construire le gratte-ciel le plus haut du monde. Et donc je voulais travailler avec ces contradictions dans cette exposition, lancer un débat et voir si on ne pouvait pas prendre des éléments de l'histoire de l'architecture, pas tout simplement pour repenser le passé, mais aussi pour engager le passé dans les problématiques actuelles. Vous voyez l'installation, je ne voudrais aussi pas encadrer les dessins de telle sorte que je disais, voilà, ce sont des chefs-d'œuvre, il faut les encadrer, c'est les Picasso et Braque de l'architecture. Et je me suis inspiré des photos dans les archives de MoMA de Frank Lloyd Wright installant une de ses grandes expositions, la plus grande qu'il avait fait jusqu'alors, en 40, Frank Lloyd Wright, American Architect, dans le nouveau musée d'art moderne. Le tout premier architecte d'avoir une monographie dans le nouveau bâtiment du MoMA en 40. C'est l'horreur si vous travaillez dans un musée. Vous dites, ok, Frank Lloyd Wright, on va faire votre exposition. Il arrive avec un camion, avec des dessins et des maquettes qui ne correspondaient pas du tout à la liste qu'il avait envoyée auparavant. Et il continue à dessiner dans les galeries. Aujourd'hui, c'est interdit de continuer son projet une fois qu'il est accroché. Mais voilà, donc Frank Lloyd Wright, mais je me suis dit, il voulait créer l'idée, il voulait transporter un peu l'ambiance du fellowship, de l'atelier, du studio, dans les galeries du musée. Je ferai autant, un peu pour faire l'éloge et continuer avec ça. En même temps, donc l'exposition terminée avec Grand Broadacre City
l'horizontale, ne pas en finir. Et ce dessin qui est extrêmement difficile à représenter à l'écran, il s'agit de quelques feuilles de papier collées ensemble qui fait à peu près, moi je fais 1,80 m, ça doit faire dans les 2,40 m de hauteur, et qui représente son projet pour le gratte-ciel à 1 mile de hauteur. Encastré dans le sol de Chicago, de façon de pouvoir soutenir un sol support, toute la hauteur, et tous les étages vont être mis en porte-à-faux, un peu comme les... comme ça. Comme il disait toujours, vous voyez les serveurs dans un café, c'est comme ça le principe. Jusqu'à tout à fait au haut, disait que ça pouvait avoir 100 000 résidents ou 100 000 habitants à un moment donné. C'était à la fois les bureaux, les habitations, je ne comprenais rien du tout. Il disait sur un des dessins, un des croquis, tout pour dire que City pouvait habiter dans ce tour. Qu'est-ce qu'il veut ce mec? Il veut le tour, toute une ville la plus concentrée du monde, il veut déconcentrer sur tout le territoire. Et donc, j'ai inséré ça dans mon exposition 2014, mais les visiteurs ont commencé à me poser des questions sur le haut de ces dessins. Parce qu'à peu près le tiers de ces dessins n'est pas occupé par le projet, mais par une dédicace, une longue liste qui est un genre de manifeste de l'architecture très intrigant, et en même temps qui montre le système structural de cette matte porte-à-faux. Je me suis dit, ça c'est pas Chicago, c'est le Caire, Washington, ça vous reconnaît, capable de reconnaître la Tour Eiffel et le Empire State Building. Donc ça, il l'a mis dans l'histoire de l'architecture. C'est la culmination de l'histoire du corps de tentative des civilisations à faire des bâtiments en hauteur. Et il a même fait cette photo publicitaire pour montrer qu'il a dessiné, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'il a dessiné lui-même le projet avant de le dévoiler dans une conférence de presse qui va annoncer dans un grand hôtel à Chicago en octobre 1956. Tout ça pour vous dire où j'ai trouvé l'idée pour l'exposition que je vais vous évoquer pour conclure, pour vous montrer un petit peu l'idée de comment faire une exposition d'architecture qui est aussi une exposition de mettre en valeur, de mettre devant un public l'activité de la recherche. J'étais très intrigué par ça et je me suis dit, je voudrais en fait... Je me suis dit, c'est terrible, je ne suis pas spécialiste de Frank Lloyd Wright, je suis censé de faire une exposition la plus grande qui n'a jamais eu lieu au moment sur l'architecture, sur Frank Lloyd Wright, pour fêter l'arrivée de ses archives, et je ne suis pas spécialiste, comment je vais faire pour m'en sortir? Et en même temps, je suis obsédé par ces dessins, je veux comprendre. Et à partir de ça, j'ai eu l'idée que j'allais inviter 13 autres chercheurs à choisir un seul objet dans les archives qui l'intriguait, et de construire une section de l'exposition pour montrer au public comment poser des questions sur un objet, un dessin, une photographie, une maquette, comment essayer de construire une explication, une interprétation à partir d'autres éléments dans les archives en empruntant d'autres objets, d'autres architectes. Et vous pouvez imaginer que j'avais très envie, parce que j'étais conservateur en chef du département d'architecture et design du MoMA, j'avais vendu l'idée de faire venir l'énorme archive de Frank Lloyd Wright en le disant, mais vous imaginez, nous aurions à la fois les archives de Frank Lloyd Wright et les archives de Mies van der Rohe. Si on les mettait ensemble, si je pouvais juxtaposer cet énorme dessin pour un gratte-ciel à Berlin de 1921, Friedrichstraße, qui est une vision du gratte-ciel américain transporté dans la ville européenne, qui va se situer dans un grand débat sur est-ce que Berlin, est-ce que la ville allemande du début du XXe siècle peut avoir les tours, est-ce que ça va casser l'harmonie des villes, etc. Et Mies van der Rohe fait cette vision d'une tour de gratte-ciel entièrement en verre. On ne sait pas beaucoup de choses sur la structure en fait, parce que c'est un projet un peu manifeste, polémique et pas du tout une structure détaillée. C'est aussi un dessin qui est
tellement grand que vous avez l'impression que vous pouvez entrer dedans. C'est un genre de Pyrénées de la modernité. Je voudrais les mettre ensemble, pas tout simplement parce que c'est vraiment des projets les plus frappants de chaque archive, mais que j'étais convaincu qu'il y a un rapport entre les deux. Il faut savoir que Mies van der Rohe est arrivé à échapper le régime hitlérien à Chicago en 1938. Et Frank Lloyd Wright était très enthousiaste. En fait, il a introduit Mies van der Rohe, qui parlait quasiment pas l'anglais à ce moment-là, pour la toute première conférence que Mies van der Rohe faisait à Chicago. Frank Lloyd Wright disait « Mesdames et messieurs, je vous donne Mies van der Rohe. Sans moi, il n'y aurait pas de Mies van der Rohe. » Et puis, voilà, et puis il est parti. Et Mies van der Rohe devait se débrouiller à parler en anglais, expliquer ses idées. Mais dans les années 50, Mies van der Rohe est dénommé par quasiment toute la presse américaine comme le chef de file de la deuxième école de Chicago. C'est lui qui est le vrai héritier de Louis Sullivan, des grands moments du passé de l'architecture américaine autour de 1900. Évidemment, Frank Lloyd Wright est furieux. Et d'une certaine manière, on peut comprendre le tour de 1 mile comme une réponse et comme une tentative de reprendre la scène, de reprendre le dessus et de dire c'est vrai que j'ai presque 90 ans, mais je suis capable de quelque chose que toute l'histoire n'a pas encore réalisé. Je vais faire le bâtiment le plus haut du monde. Et du reste, le haut va être des ateliers, les studios de la télévision. On va voir ça tout à l'heure. Donc, un peu pour terminer, je vais vous montrer quelques exemples. Là, vous avez tous les chapitres du bouquin, mais chacun correspond à un chercheur ou une chercheuse, parfois historien de l'art, parfois historien de l'architecture, parfois un conservateur des ateliers de conservation des maquettes, et parfois des architectes, qui chacun a choisi un objet pour montrer les aspects peu connus de Frank Lloyd Wright et de vouloir les comprendre. Donc ici, voilà, ça c'est donc j'ai organisé tout ça un peu comme à la télévision, un jeu de société. Chacun qui a accepté l'invitation avait ça comme les règles du jeu. Donc là, j'essaie de les traduire en français, je ne sais pas si ma traduction est bonne. Vous voyez, ils étaient censés de choisir un objet, de développer une liste d'objets et de travailler avec moi pour mettre en scène une démonstration de leur travail, de leur raisonnement, de leur procédé en tant qu'esprit historique. L'exposition, je vais vous trouver le titre, voilà, c'est là, Unpacking the Archive, c'est un jeu de mots en anglais, parce que unpacking veut dire à la fois de déballer. Ici, il s'agit de la caisse où je suis en train de déballer les maquettes qui sont arrivées de Wisconsin, ça c'est toute une histoire. Et là, ici, il s'agit d'un projet pour une ferme idéale, une ferme modèle. On est de nouveau dans cet aspect de l'agriculture, de la... le problème de la nourriture, etc. On est dans les années 30. En fait, c'était une maquette de 1929-30, donc en pleine crise économique, juste avant la grande crise agricole des années 30. Et Frank Lloyd Wright veut concevoir un projet pour une ferme. Unpacking veut dire aussi mettre en situation d'interprétation. On dit qu'un historien prend un problème, il va le unpacking. Ça veut dire qu'il va prendre tous les aspects, regarder toutes les facettes. Donc, je voulais jouer sur ce déballage et interprétation. Voilà, ça c'est l'enjeu, ça c'est la mise en scène de l'expo. Et voilà l'expo même. Si je peux encore prendre 5 minutes, je vais tout simplement vous montrer 2 sections. J'ai fait un peu, dans la galerie d'introduction, un panorama de la carrière de Frank Lloyd Wright. Et ensuite, toutes les galeries qui sont plutôt peintes dans les couleurs plus claires sont les études de cas ou les unpacking les uns et les autres. Voilà, ça c'est très émouvant. Ça c'est le dessin que j'ai montré au Liebermeister, qu'il a toujours appelé Sullivan son cher maître, lors de mon entretien pour être embauché.
tout premier dessin de Frank Lloyd Wright qui subsiste dans les archives. Donc les dessins et les projets extraordinaires, mais uniquement faits pour être exposés dans la première galerie, donc encadrés, accrochés au mur. Projet pour Venise, non réalisé pour le Grand Canal. Deuxième pièce dessinée dans l'atelier, là il s'agit de mettre les dessins sur les tables qui proviennent de l'atelier de Taliesin et pour montrer comment d'autres dessins dans les archives fonctionnent comme les outils de travail pour construction, pour concevoir les dessins. Et on voit en arrière-plan un autre médium de Frank Lloyd Wright, le fait qu'il y a des heures et des heures de Frank Lloyd Wright à la télévision dans les années 50. Donc on a fait donc toute si vous voulez, dans le grand axe, c'était Frank Lloyd Wright, comment il se présente à travers les dessins, les maquettes, la télévision, les enregistrements audio. Ensuite, on passe, je pourrais vous raconter plein de choses sur ça, mais ensuite, on passe à des cas d'études. D'emblée, j'ai invité des gens qui n'ont jamais écrit quoi que ce soit sur Frank Lloyd Wright. Je voulais montrer qu'il ne fallait pas être spécialiste pour avoir une interprétation. Il ne fallait pas être autorisé de faire des recherches sur Frank Lloyd Wright. C'est un peu comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas en tant qu'architecte faire un projet d'hôpital si vous n'êtes pas déjà spécialiste dans les hôpitaux. Je ne sais pas comment on fait pour entrer sur le terrain. Vous ne pouvez pas, jusqu'à le transfert des archives, vous ne pouvez pas avoir accès dans les archives de Frank Lloyd Wright si vous n'étiez pas déjà spécialiste de Frank Lloyd Wright. Je voudrais en fait dire que les archives de Frank Lloyd Wright sont là maintenant, elles sont ouvertes, tout le monde peut y travailler. Ce n'est pas la peine que vous faites une monographie ou même que votre article ou que votre investigation, votre réflexion porte uniquement sur Frank Lloyd Wright. On peut le mettre en juxtaposition avec d'autres. Ça, c'était un peu l'idée aussi de faire venir des gens qui n'avaient pas déjà des diplômes sur Frank Lloyd Wright. Donc, un jeune historien qui est d'une famille d'origine japonaise, américain, Ken Oshima, un grand spécialiste de l'histoire de l'architecture moderne au Japon, voudrait travailler pour un des plus grands projets de Frank Lloyd Wright, l'hôtel impérial qui n'existe plus à Tokyo et qui est archi bien connu. Je lui avais dit, ce n'était pas peut-être le meilleur moyen de procéder parce que ça m'étonnerait que vous avez quelque chose de nouveau, de nouvel à raconter sur le hôtel impérial, sauf que il a trouvé ce portefeuille de photographies qui n'existe nulle part ailleurs et qui sont des photographies de l'hôtel annotées par la main de Frank Lloyd Wright pour montrer des prises de vue, des points de vue, et puis il a commencé à travailler sur ça. Donc il a réinterprété l'hôtel impérial sur l'idée de réencadrer, revu par le fait de travailler sur la photographie, de travailler avec un photographe, et il a travaillé dans tous les aspects éphémères. Je vais sauter ça, je vais vous frustrer en vous montrant tout ce que vous avez manqué. Je voudrais un peu peut-être insister sur ça. Je voudrais aussi vous inviter, je ne vais pas tâcher après tous les problèmes que nous avons eus avec l'ordinateur tout à l'heure à vous trouver, mais vous allez peut-être vu dans les vues de l'installation, comme elle a été réalisée, relativement clean et classique, sauf que j'avais un grand problème. Si vous voulez mettre en scène, vous voulez exposer la recherche, qu'est-ce que c'est la recherche? Ce n'est pas un objet. Comment montrer la recherche? Et donc, ce que nous avons fait vers la fin des préparations, j'ai commissionné des équipes de vidéo. Je ne sais pas si ça existe encore, la vidéo avec les numériques. De toute façon, les caméramans, et d'aller filmer dans les archives où tous les documents étaient étalés sur les tables d'archives et chaque chercheur allait raconter un peu le procédé de penser et de manipuler les dessins de façon que, et à la fois, le public pouvait voir arrière-scène, les archives, se rendre compte que même si c'est encadré, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un outil de travail, et aussi d'entendre la voix. Donc chaque galerie est personnalisée, c'est à la fois un aspect de la carrière de Frank Lloyd Wright, mais aussi c'est un portrait d'un chercheur, d'une chercheuse, en essayant de comprendre une problématique. Et nous avons, je pense,
réussi au moins à commencer à enrichir la réflexion Frank Lloyd Wright. Ici, une ancienne étudiante à moi, Jennifer Gray, a travaillé avec un grand spécialiste de l'histoire du jardinage et de l'histoire du botanique. Et ils ont décidé de vouloir comprendre ce dessin. Là, on est de nouveau, si vous vous souvenez, le tout premier diapositive de la maison Darwin. Ça, c'est le véranda. Il faut couper ce dessin en deux. Donc, ça, c'est le véranda. Et ça, c'est un détail en gros plan. Un des secteurs, ce grand demi-arc. Et ici, il s'agit du design du jardin, du floricycle. Donc, c'est un cycle de fleurs, de jardinage, qui est aussi travaillé en terrain comme ça pour faire un genre d'amphithéâtre, un peu la grecque, et qui plus ou moins termine la vista depuis la cheminée vers l'extérieur. C'était très troublant pour moi, parce que ça fait 3 générations d'étudiants qui ont appris avec moi que les intérieurs de Wright, ça continue jusqu'à l'horizon. Alors, comment comprendre ce travail sur l'espace du jardin? Pour Anne-Marie Châtelet, c'est un peu dans l'histoire du Reformgarten, etc., en Allemagne. Et encore plus intéressant ici, c'est que ça, c'est le projet pour l'auteur de chaque plante, sa nature et le phénomène que ce floricycle va fleurir pendant 6 mois. Et ça, c'est toute la liste des plantes. Alors, donc, on a décidé, on va travailler dans tous les éléments, dans les archives où nous avons l'évidence sur ce que Frank Lloyd Wright, ses associés, voulaient planter. On dit, oh là, voilà, vraiment, ils sont en train d'entrer dans les détails. Pas du tout. Nous avons toujours dit que Frank Lloyd Wright, c'est le refus de tout ce qui est exotique, emporté. Il faut travailler uniquement avec les espèces indigènes. Il veut faire une architecture indigène qui rejette l'école des beaux-arts, qui rejette toute la tradition. Et il faudrait que l'approche de l'architecte du jardin, de l'architecture paysagiste, va avec, dans l'esprit. Alors, un tiers de ces plantes ne sont pas indigènes aux États-Unis. Et nous avons commencé à chercher et à trouver avec cette spécialiste, qui n'est pas du tout spécialiste de Wright. Là, vous voyez le floricycle sur le plan en cruciforme, là. Et on a commencé à trouver pour d'autres commandes, d'abord les photos, qui permettent de savoir qu'est-ce qui a été planté et de savoir les espaces à l'extérieur de la maison, mais aussi les listes de plantes pour des projets très intéressants. Et puis on a commencé à travailler dans les correspondances. Je dis c'était 2 personnes qui travaillent ensemble et que nous allons rencontrer à l'écran dans la galerie. Et elles ont compris que, en fait, à ce moment-là, il y avait des grands débats dans la botanique sur l'idée qu'il y a des plantes, des espèces qui ont été introduites il y a déjà 2-3 générations qui ont été naturalisées. Donc il y a une hiérarchie entre les indigènes, les naturalisés et les exotiques. Il faudrait imaginer qu'aussi autour de 1900, 1910, nous sommes, c'est pas du tout comme chez Trump, on est en pleine émigration aux États-Unis. Les gens sont en train d'arriver en masse. Et donc toute cette question de ce qui est américain, qu'est-ce qui est naturalisé, qu'est-ce qui est exotique, c'est un peu le point d'entrée pour réinterpréter, retravailler une des thématiques absolument essentielles pour comprendre tout l'esprit à la fois artistique et idéologique de Frank Lloyd Wright. Je pouvais vous montrer les 14 autres galeries, mais je pense que là, j'abuserai le temps que vous m'avez consacré. Je voudrais tout simplement vous dire que si vous voulez peut-être pratiquer votre anglais, pas uniquement par mon accent, vous pouvez aller sur YouTube et si vous mettez Frank Lloyd Wright, MoMA, How to See, vous allez trouver les 14 vidéos qui ont été dans les galeries et vous allez rencontrer des gens, tous plus jeunes que moi, qui ont fait, parce qu'il fallait aussi montrer que les chercheurs et les chercheuses, mais ce n'est pas uniquement les vieux, ce n'est pas uniquement les blancs, vous allez voir, etc. Les déclinaisons de chaque section devenaient de plus en plus riches, puisque là, il s'agit il y a toute une suite, peut-être une vingtaine de dessins comme ça,
qui sont extraordinaires. Là, nous savons que c'est un des assistants et un des membres du fellowship, Masselink. C'est le jeune homme qui porte le can de Frank Lloyd Wright dans la photo de l'installation au moment. Et là, c'est ses toutes premières études en arrivant dans les années 30 à Taliesin dans le désert d'Arizona pour savoir comment construire une architecture à partir des aliments botaniques des cactus. S'il faut changer le régime végétal, comment construire une architecture qui peut apprendre par ce qui est déjà sur le site. Et donc, ils ont entrepris pendant plusieurs années des études des cactus pour comprendre comment poussent les cactus, comment on va proliférer les cactus, etc. Et évidemment, les étudiants actuels voyaient ça, ils pensaient qu'ils étaient devant les fractals, devant le numérique, devant tout le problème de l'architecture paramétrique. Mais en fait, il s'agit de l'analyse du cactus pour reconstruire une architecture autonome, indigène, qui correspond à la condition du sud-ouest. Ça, ce n'est pas une conclusion, mais l'idée de l'exposition n'était pas d'arriver à des conclusions, c'était d'ouvrir les caisses, ouvrir les cartons, poser des questions nouvelles, poser des questions qui recoupent avec les choses connues sur Frank Lloyd Wright et qui va retisser ses rapports avec les grandes thématiques de la société, de la ville, de tous les aspects de la culture architectonique de sa période, et dans des exemples comme ça, également avec certaines problématiques qui sont très très actuelles. Pas uniquement paramétriques évidemment, mais aussi écologiques, climatiques, etc. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Si j'avais plus de temps, je voulais vous replonger dans ma section, je voulais vous montrer le fait de restaurer les maquettes à poser tellement. Allez voir si vous regardez une seule des vidéos, la vidéo sur la restauration de la tour résidentielle Saint-Marc's, qui est tournée dans les ateliers de conservation de Montmartre. Et vous allez voir les conversations entre la jeune restauratrice qui me posait des questions auxquelles je n'avais jamais pensé. Il fallait ensemble répondre parce que l'évidence presque archéologique de ces maquettes posait des questions qui étaient à la fois les questions scientifiques de la conservation des objets de musée, mais aussi des questions de dimension historique. Et je voudrais montrer au public que la recherche historique, la recherche architecturale ne se passe pas uniquement par les archives, par le papier, par les textes, ça se passe aussi par l'évidence physique des échantillons de bâtiments que nous avons et des maquettes d'architecture qui posent énormément de questions. Donc, si vous avez des questions, et ça dépend du directeur et Anne-Marie Chavlet, si nous avons encore le temps, je serai content d'essayer de répondre. Et je vous invite aussi, l'année prochaine, 2019, nous allons briser avec cette monographie et nous allons montrer des éléments des archives dans le parcours du musée en juxtaposition avec d'autres artistes, d'autres œuvres à partir du mois de juin prochain, juin 2019. Merci. Bonsoir. Vous parliez de l'inspiration néo-romantique dans les premières périodes. Est-ce que vous pensiez au Werkbund en particulier? Au Werkbund? Non, je pensais beaucoup plus à les croisements entre la grande tradition, ce qu'on appelle aux États-Unis la tradition transcendentaliste, avec Emerson, Thoreau, je vais aller m'émerger dans la nature, etc., étudier la nature va me passer un peu protestant, dans le fond, mais le rapport que ça avait avec le romantisme allemand du début du siècle, donc etc., et toutes ces études sur la morphologie, et que nous savons maintenant que ça c'était un grand centre d'intérêt pour le milieu de Louis Sullivan. Et donc pour le milieu dans lequel Frank Lloyd Wright a été formé, on fait beaucoup plus ces croisements
entre l'idée de l'unité de la nature et, si vous voulez, la structure sous-jacente de la nature, que ce soit la botanique, la minéralogie, etc., et l'idée de reconstruire une architecture à partir des aliments qui peuvent être architecturales, évidemment, mais qui peuvent suivre les lois d'organisation organique. Et c'est un moment... ça peut recouper avec un personnage de Verkun, mais je ne vois pas vraiment le rapport de Verkun des États-Unis, mais on pouvait trouver un lien philosophique. En tout cas, c'est pas un lien pictural avec Friedrich ou floral simplement avec le Werkbund ou etc. C'est Sullivan, c'est Paris, et donc vous parlez plutôt de la biologie. Ou la biologie, mais aussi la botanique. Et la botanique, bien sûr. Chez Sullivan, nous avons beaucoup de dessins de Sullivan, de sa période parisienne, qui sont dans l'esprit de Ruprecht Robert. Ils vont étudier des grands traités sur les plantes dans les années 1860-70, qui est un camp climatique entre les ateliers à la fois de l'école d'architecture, de l'école spéciale d'architecture et du jardin des plantes. Oui, ça n'exclut pas la biologie, mais c'est souvent les plantes, et surtout puisqu'il s'agit aussi du rôle de l'ornement. Merci. Merci déjà beaucoup pour votre intervention. J'ai trouvé qu'on a appris beaucoup de choses sur forcément la pédagogie de Frank Lloyd Wright et puis sur la manière dont on travaille en histoire de l'architecture, on expose, donc on n'en parle pas souvent de la méthode de travail, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et moi j'aurais une question justement sur le versant pédagogie. Dans les archives de l'école des Beaux-Arts, on apprend, il y a une petite note qui passe inaperçue, mais que Frank Lloyd Wright vient à l'école faire une conférence en 52, je crois, et je ne sais pas trop par qui il est invité. Est-ce que c'est les étudiants, le directeur, je ne sais pas. Et en fait, il a un discours, il y a une retranscription de sa conférence, et il joue un peu sur le mot académisme, et on ne sait pas trop, à vrai dire, si il est ironique sur ce terme d'académisme en disant que l'école des Beaux-Arts est académique et qu'il faut qu'elle évolue, ou si au contraire c'est un bienfait dans la pédagogie. Donc je ne sais pas si vous avez une idée des entrées qu'il aurait, des liens avec Paris, avec l'école des Beaux-Arts, et quelle est peut-être sa position vis-à-vis de cet enseignement académique et Beaux-Arts en France. Oui, donc ça recoupe avec ce que vous avez raconté au départ, donc ce rejet de l'école des Beaux-Arts, c'est un peu piste non suivie, et je pense qu'il a gardé ça un peu presque comme de l'ennemi symbolique tout le long de sa carrière, d'autant plus qu'il faut attendre, ça dépend de l'école, mais il faut attendre minimum fin des années 30 à Harvard, mais souvent jusque dans les années 50, pour le démantèlement du système des beaux-arts dans les écoles d'architecture américaines. Donc je pense qu'il voulait dire l'académisme, je ne connais pas le texte, et je ne sais rien prier. Vous savez, je suis pas spécialiste de Frank Lloyd Wright, je vais poser une question. Et pour moi, ça présente un sujet à étudier. Je ne sais pas exactement le cadre de sa conférence, de sa venue à l'école des Beaux-Arts, l'infamée l'école des Beaux-Arts, mais ça pouvait être en conjonction avec la circulation en Europe, une très grande exposition qui est la même que vous avez vue à l'écran avec Frank Lloyd Wright de Guggenheim. Ça, c'est le retour de l'exposition aux États-Unis à la fin. Une exposition qui s'appelait l'architecture vivante, Living Architecture, et qui a circulé pendant 3-4 ans en Europe, à Rotterdam, à Florence, à Palazzo Strozzi. Et je ne sais pas si ça avait été présenté à Paris. Mais ça pouvait être un peu en liaison. Donc Frank Lloyd Wright est beaucoup en Europe au début des années 50 à cause de ça. Et, mais c'est, comment dirais-je, ces grands admirateurs dans les années 40-50 sont beaucoup plus les Italiens. Donc je ne sais pas du tout les conditions de cette invitation à l'école des Beaux-Arts, ce serait très intéressant de savoir. Quelle raison
de croiser les archives de l'École des Beaux-Arts et les archives du Work. Quelle position vous avez par rapport au Bauhaus? Le Bauhaus, il détestait Gropius. Donc, il estimait que Gropius, c'était vraiment après l'École des Beaux-Arts, Gropius était à la source de tout ce qui était problématique dans l'architecture des États-Unis, sur tout le système, même si c'est intéressant de faire une comparaison entre le système de Taliesin du fellowship et TAC, le collaboratif des architectes de Gropius à Boston et à Cambridge en parallèle. Le rapport avec Mies van der Rohe, donc le troisième directeur de du Bauhaus, est beaucoup plus complexe. Mais Gropius, c'était pour lui absolument le contraire de tout ce qu'il voulait, bien qu'il y a une photo de Is it a Walter Gropius en prenant un coup de champagne, je pense, avec Frank Lloyd Wright lors du vernissage de l'exposition Bauhaus au MoMA en 1938. Donc c'est une photo fascinante parce qu'on sait que Frank Lloyd Wright avait vu l'exposition Bauhaus. Et c'est 2 ans avant sa grande monographie. Donc là aussi, toujours en concurrence. On n'est jamais plus en concurrence qu'avec ses ennemis. Il y a une photo magnifique aussi dans l'ouvrage de Tom Wolfe, From Bauhaus to Your House, qui est très intéressant dans la façon dont on voit Frank Lloyd Wright regarder l'horizon avec son grand chapeau et voir arriver les Allemands débarquer finalement aux États-Unis pour prendre en main toutes les grandes écoles et qui montrent son inquiétude, son angoisse totale de voir cet envahissement qui va devenir finalement l'école internationale. Oui, il était déjà contre l'école avant que les Allemands n'arrivent, mais ça n'a pas arrangé les choses. Comment ça se fait qu'il y ait une influence des estampes japonaises dans ces dessins? Aussi, ces implantations de maisons me font beaucoup penser aux implantations du pavillon nord du XIIIe et XIVe siècle. Il choisit bien le lieu, le paysage, la perspective, la vue de la ville. Vous avez remarqué un des thématiques que j'ai laissé tomber. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils s'influencent, même dans les plans, beaucoup de la botanique. Oui, beaucoup de la botanique, mais si je fais des images arrière dans le PowerPoint, il y a une image que je ne vous ai pas vraiment expliquée, qui est absolument fascinant parce qu'il s'agit de deux dessins d'une architecte femme, Marion Money, va se marier avec Walter Burley Griffith. Les deux vont gagner le concours pour la nouvelle capitale de l'Australie, quitter Frank Lloyd Wright pour l'Australie. Mais c'est Marion Mahoney qui va transformer le style. C'est ça qu'on est en train de travailler sur le sujet de comment les gens qui ont travaillé chez Frank Lloyd Wright ont pu influencer la manière de représenter l'architecture chez Frank Lloyd Wright, parce qu'il y a des changements énormes dans les styles de dessin d'une décennie à l'autre. Et ça, c'est un document très précieux, puisqu'il s'agit d'un dessin de Maison Heller de Frank Lloyd Wright, dessiné par Marion Mahoney, signé par Marion Mahoney, et en dessus, elle écrit Marion Mahoney après Frank Lloyd Wright, et il y a une autre écriture en bas, et on ne sait pas très bien si c'est Frank Lloyd Wright ou quelqu'un d'autre, et qui dit aussi après Hiroshiga, qui était un des grands graphistes, artistes, surtout des estampes japonaises du 19e siècle. C'était pour ça que j'aime. Et en plus, il était pendant très longtemps, dans les années 1900, il gagnait beaucoup plus d'argent en étant marchand d'estampes japonaises qu'il gagnait par les demandes d'architecture. Mais il a voyagé au Japon. Ça aussi, c'est très intéressant. Il est allé pour la première fois au Japon en 1905. Donc c'est peut-être le premier architecte américain d'avoir traversé le Pacifique avant d'avoir traversé l'Atlantique. Alors, venez nous voir à New York et prenez les rendez-vous pour voir les dessins de Frank Lloyd Wright dans la bibliothèque livrée.
trouver un sujet, peut-être. Si vous voulez être historien de l'architecture, il y a plein de sujets à traiter. Frank Lloyd n'est pas encore. Il est beau, mais il n'est pas encore terminé. Voilà, vous trouverez à la bibliothèque le catalogue de l'exposition. Et donc vous pouvez aller jusqu'à New York. Et merci encore à Barry pour cette belle conférence ce soir.